On parlait des oligopoles. Oui, donc on a découvert à travers le rapport qu'il y a une concentration verticale et horizontale qui se consolide. La concentration verticale, c'est la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement qui est justement aujourd'hui aux mains de quelques grands groupes, mais aussi la maîtrise des chaînes d'activités diverses et différentes qui sont aussi en la maîtrise de ces mêmes groupes. Donc quand vous maîtrisez tout, on va dire, ce pouvoir de marché, vous maîtrisez derrière les prix et vous décidez de la concurrence, de la non-concurrence et vous imposez une forme de diktat au peuple. Et ça, ce n'est pas acceptable. Donc en fait, ce qui a été dit dans ce rapport, c'est que entre le grossiste ici et la grande distribution, il y a des entreprises qui appartiennent au même groupe. Ce sont les mêmes. En fait, ce que je dis, c'est qu'on a découpé la chaîne d'action et d'activité, mais ce sont des petites entreprises qui sont rattachées au même papa et la même maman, sauf qu'ils ne portent pas le même nom, mais on n'a pas cette cartographie. Donc, il y a une multiplication des intermédiaires. Chaque intermédiaire fait une marge raisonnable. Donc, si vous regardez l'entreprise, elle seule, elle fait une marge raisonnable. Sauf que vous avez une accumulation de marge qui revient au même grand groupe avec un transfert de ces marges. C'est ça qui est dénoncé dans le rapport. Et c'est sous ça qu'il faut faire toute la transparence. Quand je parle d'oligopole, de monopole, de concentration verticale et horizontale. Maintenant, il faut agir concrètement sur le quotidien des gens, pas simplement sur le modèle économique, parce qu'il y aura une phase transitoire à mettre en place. J'ai parlé de la mesure pour augmenter les revenus, j'ai parlé de l'allocation spécifique. Une mesure simple. Les personnes qui paient des impôts aujourd'hui, qui avaient 30% d'abattement fiscal, depuis 2017, avec l'abaissement du plafond, quelqu'un qui payait 5 600 € à l'époque pouvait bénéficier de 30% d'abattement fiscal en Martinique. Aujourd'hui, depuis 2017, s'il est entre 2 400 et 2 500 € de revenus mensuels, ce qui n'est pas énorme, eh bien, il paye des impôts. Donc, il ne bénéficie plus du même abattement. Donc, en rétablissant le plafond de l'abattement fiscal, on redonne du pouvoir d'achat à ces personnes-là aussi. Il y a aussi des possibilités de créer de l'emploi et de l'activité. Je parle d'un véritable plan de déchocage économique et social. Il faut absolument qu'on puisse mettre des mesures d'ampleur structurelle en investissement pour recréer de l'activité, recréer de la richesse, recréer de l'emploi. La richesse créée localement est importante, mais elle est extrêmement mal répartie. La très grande majorité des Martiniquais ne bénéficient pas de cette richesse-là et la précarité augmente. Donc, je disais parmi les mesures, mettre en place concrètement une sorte de zone franche sur 10 ans pour toutes les entreprises petites et moyennes, zéro charge fiscale, zéro charge sociale, avec reconstitution de leur trésorerie pour les aider à repartir en investissement et à créer de l'activité, créer de l'emploi et embaucher aussi. Ne serait-ce qu'une personne par très petite entreprise, c'est des milliers d'emplois qui peuvent être créés. Et donc mettre les conditions pour qu'ils puissent se développer. Développer, dans le cadre de la Caraïbe, justement, un approvisionnement à partir des matières premières en provenance du Brésil, par exemple, et des Amériques, de façon à ce que nous puissions, puisque dans le cadre de la diplomatie territoriale, ça reviendrait beaucoup moins cher, parce que 80% de ce que nous consommons est importé en provenance de la France. Donc les coûts et les sous-coûts sont énormes. Et donc à partir de la matière première qui arrive en Martinique, on pourrait faire en sorte que l'on puisse développer ce qu'on appelle les activités de transformation et donc de production locale, parce que nous avons une vraie industrie locale. Et il faut développer aujourd'hui un modèle endogène qui crée la richesse localement, mais qui fait la richesse rester localement. Je prends l'exemple de la TVA qui repart. C'est comme si vous produisez 10 litres de sang chaque jour, mais les 10 litres, au lieu de rester dans votre corps pour irriguer et vous oxygéner et donner de la force à vos muscles, eh bien, ces 10 litres de sang repartent en France ou ailleurs. Ce n'est pas possible de construire un modèle économique où, à chaque fois que nous créons, que nous investissons et que le Martiniquais, à la sueur de son fonds, de son énergie, de son génie, crée de la richesse, que une grande partie de cette richesse repart ou qu'une grande partie de cette richesse soit entre les mains d'un très petit groupe qui s'accapare l'essentiel de ces richesses-là créées par les Martiniquais eux-mêmes. Et justement, l'agriculture locale, est-ce qu'il faudrait la développer selon vous, surtout pour arriver peut-être à une meilleure autosuffisance alimentaire? Mais c'est une évidence claire, nette, ça fait partie du nouveau modèle économique.
Je rappelle que j'étais en train de travailler sur une loi pour faire baisser les prix. Là, s'il n'y avait pas eu de dissolution, je l'aurais déposée courant mois de juillet. Donc, je continue à travailler sur cette loi pour faire baisser les prix entre 7 et 20% sur les produits de grande consommation et les produits de première nécessité. Sur la question de l'agriculture qui est essentielle. L'agriculture doit être un élément qui doit à la fois être organisé en filière, véritablement, de production de jeunes pour moins se dépendre de l'extérieur, mais aussi qui doit favoriser la diversification agricole. Et je soutiens le travail fait par Nicaise Moroz et Serge Chimie à la collectivité de Martinique pour un contrat de transition agroécologique et notamment en faveur des petites et moyennes exploitations agricoles. Pour ce faire, la principale recette qui pourrait aider, c'est le POSEI, qui est un fonds européen qui aujourd'hui ne bénéficie qu'aux grands groupes qui sont eux-mêmes aussi encore dans l'agriculture. Ils ont le droit, mais il faut aussi permettre aux petites et moyennes exploitations de pouvoir bénéficier de ces financements. Donc, je propose une loi pour transférer la gouvernance, parce que cette gouvernance, les gens qui décident sont à 8000 km avec le DADOM, et ce n'est pas normal. Donc, pour moi, on doit pouvoir être autorité de gestion locale de ces fonds européens et favoriser la diversification agricole en réaffectant une partie de ces plus de 100 millions à 115 millions d'euros par an, une partie qui soit réattribuée aux petites exploitations agricoles qui travaillent, qui ont besoin de rentrer dans ce nouveau modèle qui est à la fois un modèle écologique, allant vers l'autonomie alimentaire et nous permettant de moderniser les filières pour nourrir les Martiniquais et vivre humblement mais dignement. On parle de vie chère, on parlera aussi de culture. Pourquoi, selon vous, est-il important de maintenir l'accès à la culture abordable en Martinique, notamment, comme on l'a vu du coup au courant du mandat, avec les cinémas? J'ai fait voter une loi à l'unanimité, justement, qui est applicable aujourd'hui parce qu'elle a été promulguée. Je salue par ailleurs Catherine Concorde qui a fait ce travail-là au niveau du Sénat, et moi c'était au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que cette loi, elle fait quoi? Elle rend accessible la culture par le cinéma à des tarifs acceptables. Si cette loi n'était pas passée, les tickets de cinéma seraient passés entre 18 et 20 euros. Donc vous imaginez la catastrophe. Un peu comme on a vu avec... Avec cette mondialisation exacerbée où justement tout ce qui vient de l'extérieur nous écrase. Et puis elle a permis également de préserver la filière cinématographique locale, à la fois l'activité mais aussi l'emploi. Donc fondamentalement, cette loi votée à l'unanimité a un effet positif pour la Martinique, mais les Outre-mer, parce qu'elle n'a pas été votée que pour la Martinique, elle a été votée pour les Outre-mer. Mais il faut aller plus loin. Aujourd'hui, la culture est un enjeu majeur de développement, parce que la culture, c'est la colonne vertébrale de l'humain. Et c'est ça qui lui donne cette créativité, parce qu'il permet de libérer son imaginaire. Il nous permet de progresser, parce que le progrès, c'est la nouveauté de ce qui n'existe pas encore. Que la culture soit au sein de l'éducation nationale, au sein du quotidien des gens, accessible. Mais toutes les cultures, cinéma, art et essai, musical, peinture, tout type de culture qui permet de développer. D'ailleurs, le CERMAC, je rappelle qu'aujourd'hui, ici, la ville de Fort-de-France est pionnière en matière de formation à la culture et d'accès à la culture. C'est justement pour donner cette ossature à l'humain pour qu'il puisse penser d'aujourd'hui, mais imaginer demain de façon respectueuse, écologiquement de nos milieux naturels, de façon solidaire de la collectivité et que nous puissions vivre en harmonie, vivre bien ensemble. Et ça rejoint le volet santé que je porte avec One Health, un vrai projet santé pour la Martinique et pour la Caraïbe au sens du bien-être physique, mental et social. Ça se décline par la santé environnementale, la santé animale et la santé végétale, en prenant en compte notre culture, nos traditions, c'est-à-dire les remèdes casés et nos réalités locales. Donc aujourd'hui, nous pouvons, et j'ai une pensée aussi pour accompagner et sauver des vies à travers les personnes qui sont atteintes de cancer et qui sont abandonnées, livrées à elles-mêmes aujourd'hui. Donc je mène ce combat-là. Donc tous ces sujets-là sont en cohésion, sont en convergence. Culture, santé, véritablement, éducation et vraie formation pour nos jeunes avec des perspectives de travail en Martinique pour maintenir les cerveaux, même si nous devons aussi rayonner dans le monde. Et puis par le sport aussi, le recevoir la flamme olympique, c'est justement ouvrir vers le monde à travers ce que nous sommes, c'est-à-dire des sportifs, des compétiteurs, mais aussi dans l'éthique et les valeurs, parce que le sport, c'est le bien-être physique et c'est le bien-être mental.
un vrai projet humaniste, césariste, progressiste, responsable et solidaire. C'est essentiel. À travers cela, je peux également parler des problématiques d'insécurité parce qu'il faut lutter contre l'arrivée massive de drogue et contre l'arrivée massive des armes qui détruisent un petit peu cette génération de jeunes qui se concentrent sur, malheureusement, des sujets qui sont contraires à notre humanité. Et il faut leur donner une alternative. Et c'est pour ça qu'il faut les accompagner. Et il faut les faire sortir en leur disant de sortir de cette logique-là. Les armes, l'argent n'est qu'un moyen. Ce n'est pas un objectif en soi. L'objectif, c'est l'épanouissement individuel et collectif. C'est notre émancipation parce que la première des libertés, c'est la liberté de penser. Bien sûr, il faut des règles. Bien sûr, nous sommes martiniquais. Bien sûr, nous sommes français. Mais nous sommes d'abord des êtres humains de passage sur cette terre. Et nous avons besoin de libérer l'initiative locale. Et ça, c'est fondamental pour donner plus de responsabilités locales, pour avoir la maîtrise des leviers de notre développement. Parce que aujourd'hui, la réalité, c'est que tout est décidé à 8000 km. Et je fais la différence entre la compétence et le pouvoir. Ce sont des enjeux importants parce que vous pouvez avoir la compétence pour couper l'herbe sur 200 mètres carrés, mais si par des besoins réels du quotidien des gens, vous voulez couper l'herbe sur 400 mètres carrés, eh bien on va vous dire non, parce que la modification de la loi se fait, donc le pouvoir est à 8000 km, sauf que là-bas, ils ne connaissent pas nos réalités. Et on voit bien que les meilleurs spécialistes des affaires martiniquaises sont les Martiniquais eux-mêmes. Donc j'ai parlé du volet éducatif, j'ai parlé du volet santé, j'ai parlé du volet coopération régionale, mais vraie diplomatie territoriale. Et justement, sur ce volet-là, est-ce que ce serait important, que ce soit pour la culture, pour le sport, pour les matières premières, pour l'alimentation, la vie chère, comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, d'ouvrir davantage la Martinique à la Caraïbe? Est-ce que vous pensez que la CARICOM va pouvoir aider à ce niveau-là? Bien sûr, il faut nous ouvrir. On est dans le marché français et européen, mais on doit pouvoir être également par rapport à notre géographie naturelle caribéenne, être pas seulement dans le Caraïbe, comme dans la Grande Caraïbe. 44 millions d'habitants. On peut être un hub, c'est-à-dire un pôle de santé publique spécialisé avec une recherche de pointe sur la santé en Martinique. On peut être un hub, c'est-à-dire un pôle aérien pour les différentes dessertes, pas seulement par rapport à la France hexagonale, mais aussi par rapport aux lignes régionales. C'est important. On peut être un hub en matière, c'est-à-dire un pôle en matière de développement, de valorisation et de préservation de la biodiversité martiniquaise. On peut être un hub en matière de la préservation et du développement et de la valorisation des énergies renouvelables pour le monde tout entier. La continuité territoriale est un enjeu majeur. Avoir un vrai service public de transport aérien accessible à tous, pour tous, toute l'année. C'est le combat que je mène, pas seulement sur le transport de passagers, mais aussi sur le transport de marchandises. Parce que si le transport de marchandises fait que les coûts sont moins importants, eh bien les prix seront moins importants derrière. La parentalité, ça aussi c'est un élément important de cohésion de notre société. Et je pense notamment à la lutte contre les violences intrafamiliales, qui sont des enjeux majeurs, mais aussi sortir de différentes discriminations, notamment toujours la question qui revient, la question de l'égalité homme-femme, qui doit pouvoir se traduire concrètement, ne doit pas être un vœu pieux. Donc l'idée c'est d'agir, un pas, un autre pas, encore un pas, et tenir gagner chaque pas. Les enjeux sont multiples, j'ai une vision politique claire pour la Martinique, pour les Outre-mer à l'intérieur de la République française. Et je sais où nous allons, et je sais avec qui nous pouvons travailler, et je connais les chemins institutionnels à l'intérieur de l'Assemblée pour faire avancer la cause martiniquaise et améliorer le niveau de vie des Martiniquais dans la dignité, le respect et surtout dans une forme d'épanouissement collectif. Pour moi, c'est fondamental, humaniste, solidaire, éthique et responsable. Alors on a plusieurs points de vue à ce niveau-là. On a certains points de vue qui nous disent qu'on ne peut plus avancer davantage avec la République française. Vous êtes plutôt dans une autre optique, celle d'avancer avec la République française, mais tout en ayant plus de pouvoir exécutif local, un meilleure pouvoir gestion normatif autonome local. C'est-à-dire que nous sommes la République française est riche de ses différences. Nous sommes différents. Nous sommes égaux humainement, mais nous sommes différents. Donc nous devons pouvoir, dans le cadre de la République, pouvoir sortir de cette uniformité dont j'ai parlé et pouvoir faire reconnaître nos différences
dans la capacité à mettre en œuvre les projets locaux pour ne plus avoir à flatter et à demander en condescendance. Sortir d'un rapport de domination-soumission pour entrer dans un rapport d'égalité. En Martinique, il y a très peu de vie nocturne. On le voit, les magasins ferment tôt, il y a peu de restaurants ouverts la nuit, etc. Est-ce que c'est un point à développer? Et si oui, comment? Il est évident qu'il faut permettre que l'animation, qui est aussi une activité économique, qui est une activité de loisir, qui est une activité de détente après des journées de travail, doit pouvoir se développer dans le respect de la tranquillité des gens. Les gens doivent pouvoir dormir, parce que la nuit, c'est aussi fait pour dormir. Tout à fait. Donc, les libertés des uns s'arrêtent là où les libertés des autres doivent pouvoir s'exercer. Quand tu es chez toi, tu as besoin de dormir, il faut respecter ça. Donc, comment? Eh bien, il faut une activité économique nocturne qui est organisée. C'est le cas à Fort-de-France, même si je pense que ce qu'il faut, c'est redonner plutôt des conditions de cette attractivité, c'est-à-dire aider les entreprises, parce que ce sont des entreprises, à pouvoir développer leur, on va dire, qualité et leur service à la population, parce qu'ils servent la population. Je pense au restaurant, je pense au cinéma, je pense à toute activité culturelle qui pourrait s'implanter. Donc il faut les accompagner. Ça reste des activités économiques qui ne peuvent pas d'elles-mêmes. S'ils font pas assez de recettes par rapport à leur charge, c'est compliqué. Donc on est dans le changement du modèle économique dont j'ai parlé. Il faut aussi mettre les conditions de la sécurité, parce que pareil, si vous voulez que les gens circulent à minuit, à 11h ou 2h du matin avec leurs enfants, il faut pouvoir donner de la sécurité aussi pour que les gens se sentent libres de sortir sans peur. Et ça, c'est fondamental. Et puis, bien sûr, troisièmement, il faut un savoir vivre ensemble et un savoir être ensemble. Ne pas être des opposants entre nous-mêmes parce que la cavine est plus raide. C'est vrai que la cavine est plus raide, mais nous sommes des êtres humains. On a parlé d'insécurité, on a parlé aussi de la montée de l'extrême droite. Et l'une de leurs mesures phares, c'est l'immigration, c'est la régulation de l'immigration. Est-ce que c'est un point de vue, enfin, quel est votre point de vue au sujet de la régulation de l'immigration, sachant qu'on est sur une île et qu'on a des problématiques différentes que les territoires nationaux? C'est un sujet très sensible. Comme nous sommes tous des êtres humains, nous sommes égaux. Moi, je suis d'origine arabe, né en Martinique et ayant vécu en Martinique. En Martinique, passé en l'eau, peut-être, même certainement. On va respecter tout le monde. D'accord? Donc, il ne faut pas stigmatiser l'autre qui viendrait de l'extérieur. La seule condition que je considère qui est importante, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un vient de l'extérieur, si c'est pour participer solidairement, responsablement, respectueusement, dans le respect de la dignité, de notre culture, de notre identité, il est le bienvenu. Maintenant, si c'est pour venir imposer, dominer, là je dis non. Voilà la limite que je pense qu'il faut mettre simplement en disant voilà, c'est les intentions, la réalité de celles et ceux qui veulent. Si c'est pour exploiter d'autres hommes, nos territoires, non. Si c'est pour de la méchanceté, si c'est pour écraser, non. Si c'est pour participer, c'est pour développer, la France c'est une société multiculturelle qui s'ignore. Eh bien, nous devons apporter cette conscientisation. Merci beaucoup. Et on se retrouve. Est-ce que vous avez un dernier mot peut-être? Un dernier mot. Je vous invite dès le premier tour à nous aider, m'aider avec ma suppléante Nathalie Martaille-Jouan, à poursuivre le travail que j'ai entamé depuis 2 ans, qui a été stoppé subitement pour aider la Martinique, les Martiniquais, mais aussi les Outre-mer.